Déferlement en Bavière, des milliers d'Allemands de l'Est passent les frontières autrichiennes et hongroises ouvertes la nuit dernière. La santé des Français, ça ne va pas trop mal, merci, mais augmentation inquiétante des suicides qui tuent plus que la route. La grève chez Peugeot, le mouvement durcit à Mulhouse, mais n'entraîne pas Sochaux. L'affaire Grégory rebondit, comme l'avait annoncé le juge d'instruction. Michel Villemain et sa femme, entendus cet après-midi par les gendarmes. Madame, monsieur, bonsoir. Ce n'est pas la réunification, pas encore, c'est déjà la réunion. Par milliers, des Allemands venus de l'Est raniment et résolvent à leur manière la fameuse question allemande dont les chancelleries et les experts débattent avec précaution depuis 40 ans. Eux, les réfugiés ou les faux vacanciers qui depuis des semaines attendaient en Hongrie, eux déferlent sur les camps de transit installés en Bavière. La frontière entre la Hongrie et l'Autriche est ouverte depuis hier soir minuit. D'abord les faits, Bruno Le Dreff. La liberté et le bonheur. Désormais, ils sont allemands de l'Ouest. Le tout nouveau passeport qu'ils brandissent en fait foi. Depuis 3 heures du matin, c'est un flot ininterrompu. En voiture, à pied, en train, à moto, ils sont des centaines, bientôt des milliers. On parle de 6 000 puis de 10 000 immigrants. La plus grosse vague d'Allemands de l'Est depuis la construction du mur de Berlin il y a 28 ans. La Hongrie a ouvert ses frontières, ils s'y engouffrent. Pour la première fois, un pays du pacte de Varsovie aide les ressortissants d'une nation communiste à passer à l'ouest. Ils traversent l'Autriche, direction l'autre Allemagne. Là, on procède à l'échange des passeports, ils deviennent citoyens de l'ouest et reçoivent 50 marks. Certains sont accueillis par leurs familles, pour les autres, de gigantesques camps de transit. Ils n'y resteront pas. La plupart de ces réfugiés ont entre 20 et 30 ans et possèdent une solide formation. C'est toute une force de travail qui passe à l'ouest. Alors pourquoi cet exode volontaire? Il y a sûrement l'espoir d'une vie meilleure, les images aussi de liberté et de luxe que transmet la télévision malgré le mur. Et puis il y a le choc de ces réformes, de ce changement de mentalité qui transforme l'Union soviétique et certains pays de l'Est à l'exception caricaturale de l'Allemagne de l'Est, figée sous la poigne d'un Honecker mourant. Ces motivations, cet espoir, Philippe Rochaud les a sentis en accompagnant vers leur nouvelle vie un groupe d'étudiants qu'il a rencontré à la frontière. Ce radiocassette est l'objet le plus précieux que Christa ait pu sortir d'Allemagne de l'Est. Avec son compagnon Hans et sa camarade d'école Katharina, ils ont attendu 1 mois en Hongrie, la peur au ventre. Ils redoutaient que le gouvernement ne les oblige à retourner dans leur pays. Le passage de la frontière entre l'Autriche et l'Allemagne, c'est l'aboutissement d'un voyage qu'ils ont préparé depuis 2 ans, avec cette vieille Trabant, le modèle de voiture pratiquement unique que fabrique l'Allemagne de l'Est. Hans veut rompre définitivement avec l'Allemagne socialiste en cassant sa plaque Allemagne démocratique pour laisser simplement le D de Deutschland qui marque les voitures en Allemagne fédérale. Vous ne voulez plus être un citoyen est-allemand? Pourquoi? Hans va répondre, j'ai trop rêvé de voyage et de liberté. Je suis électricien, j'ai toujours espéré travailler sur des chantiers à l'étranger, mais c'était impossible. Maintenant, ça va marcher. Première ville d'accueil, la petite cité de Vilshofen en Bavière, où déjà 200 voitures d'Allemagne de l'Est sont arrivées. Il va falloir chercher un appartement pas trop cher, avec aussi une cuisine. On a abandonné le nôtre là-bas. Dans la nouvelle vie de Christa et de Hans, tout reste à faire, mais ils sont persuadés de trouver un travail. Vos premières impressions sur l'Allemagne fédérale? Super. C'est super. On se réjouit vraiment d'être enfin arrivés. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé depuis que vous êtes là? L'accueil des gens qui nous saluent depuis leur voiture. À Vilshofen, voilà 15 jours qu'on était prêts pour l'accueil des réfugiés. 1200, comme Christa et ses amis, sont venus avec leur voiture personnelle. Ceux qui arrivent par autobus ou par trains spéciaux iront dans d'autres camps de toile. Celui-ci est déjà plein. Combien de jours allez-vous rester ici? On ne sait pas. On ne sait même pas ce qu'on va faire.
Ten wil vertreten de reiskolom voor van Vraan, Gravenau, Pieter Zuckertsvaux. Christa et ses amis feront ici valider leur passeport et recevront des autorités allemandes 50 marks, 150 francs. Mais les citoyens d'Allemagne fédérale ont été priés de bien les accueillir et de les aider à trouver du travail. Christa nous a affirmé que des milliers d'autres jeunes de 25 ans comme elle profiteraient de la première occasion, comme celle des voyages en Hongrie, pour passer à l'ouest et venir les rejoindre en Allemagne fédérale. Oui, pour la première fois donc dans l'histoire du pacte de Varsovie, la Hongrie ouvre la brèche qu'elle avait déjà ébauchée en mai dernier en démantelant les barbelés qui la séparaient de l'Autriche. À Berlin-Est, la presse se contente de répéter la réaction officielle qui est sèche et curieusement formulée, Georges Bortoli. Oui, elle est même véhémente, puisque l'agence est-allemande de presse, ADN, écrit que la Hongrie s'est engagée dans un trafic organisé d'êtres humains. Rien de moins. Alors, en revanche, ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas de commentaire du tout jusqu'à présent à Moscou, les officiels soviétiques adoptant l'attitude « bon, c'est l'affaire des Hongrois, ça ne nous regarde pas ». J'ai l'impression que le geste hongrois sert un petit peu la politique étrangère de M. Gorbatchev dans la mesure où les Allemands de l'Ouest, confortés dans l'idée que ça va de mieux en mieux entre l'Est et l'Ouest, vont vouloir que le désarmement nucléaire de l'Occident s'accélère, ce qui est un début prioritaire de M. Gorbatchev, justement. Quant à la Hongrie, on a dit évidemment qu'elle devait faire une bonne affaire, car on imagine mal que, économiquement parlant, financièrement parlant, les Allemands de l'Ouest ne se montrent pas un petit peu reconnaissants. Oui, ça fait bien quelques Deutschmarks. Il semble. En revanche, la Hongrie va avoir des rapports difficiles avec ses voisins, ses alliés des pays du pacte de Varsovie, car des pays comme par exemple la Tchécoslovaquie, la Bulgarie, la Roumanie ne tiennent pas du tout à ce que leurs ressortissants passent eux aussi à l'ouest, à leur tour, à travers cette passoire hongroise. Donc on peut imaginer que la Hongrie, qui ouvre sa frontière vers l'ouest, va se trouver bloquée par une espèce de cordon sanitaire que ces pays amis et alliés en principe vont établir à son encontre. Et justement, en Tchécoslovaquie, il y a quelques 400 réfugiés est-allemands qui occupent l'ambassade de Bonn. Eh bien, il est évident qu'ils n'ont pour l'instant aucun espoir de sortir. Depuis la nuit dernière, en Allemagne fédérale, on applaudit, on klaxonne sa joie, on accueille les réfugiés. Imaginons, chez nos voisins, chez ce peuple déchiré et romantique, le sens des images que nous venons de voir, ces cousins, ces proches qui arrivent aujourd'hui et qui en précèdent d'autres. Monsieur Schreppler, bonsoir. Vous êtes le porte-parole du Conseil de l'Europe à Strasbourg. Vous êtes allemand, vous êtes né à l'Est, vous êtes passé, vous, à l'Ouest, dès 1947. Alors, pour vous, cette journée, est-ce que vous en rêviez depuis 42 ans? Oui, d'abord une petite correction. Évidemment, je ne peux pas me prononcer ici comme porte-parole du Conseil de l'Europe, mais je peux vous parler de mes propres expériences. Et je vous dis tout de suite que je poursuis les images et toutes les nouvelles avec beaucoup d'émotion. Et justement, ces émotions me rappellent mon propre passage de l'Est. Autrefois, c'est encore la zone occupée par l'Union soviétique, vers l'Ouest. Et alors, vous vous attendiez à voir autant de gens passer comme ça d'un seul coup? Vous savez, quand on est poussé par cette volonté de liberté, de vivre en liberté, d'essayer aussi de trouver les propres épreuves, en ce cas-là, je crois qu'on est prêt de tout faire. Évidemment, pendant cette époque-là, après 1947, c'était la première grande vague des Allemands qui quittaient l'Allemagne de l'Est. C'était tout à fait autre chose. On n'avait que cette volonté de liberté. Autrefois, aujourd'hui, c'est un peu différent parce qu'ils trouvent un système déjà en place en Allemagne fédérale. C'est tout à fait différent. En Allemagne fédérale, on comprend bien sûr l'émotion des Allemands de l'Ouest, mais est-ce qu'il n'y a pas déjà un peu d'inquiétude? Parce que ces gens qui sont jeunes, pour la plupart, ils vont venir prendre des emplois, ils vont bousculer certaines habitudes. Vous savez, bien sûr, on se pose des questions, il faut trouver, disons, un règlement, il faut trouver, disons, des possibilités. Mais je crois, ce que je peux lire dans la presse sur l'inquiétude médiatique beaucoup plus grande que la réalité. Finalement, ça va s'intégrer facilement. N'oublions pas que nous avons l'habitude de vivre avec des réfugiés.
Moi, je suis parti à 47, la première mouvance, le premier mouvement. Après, il y a d'autres, avant la construction du mur, après la construction du mur. Il y avait toujours des réfugiés. On a l'habitude. Alors justement, Monsieur Schreper, d'un mot, et Dieu sait si la question est complexe, à votre avis, c'est un premier pas vers une forme de réunification? C'est difficile de dire. Vous savez que la réunification des êtres humains, c'est déjà un grand avantage. Monsieur Et je crois Schreper, dans ce sens-là, je me contenterai actuellement. c'est une belle formule, Monsieur Schreper. Je vous remercie. Merci, madame. L'affaire Grégory. Voici longtemps que ce sinistre assassinat commis il y a près de 5 ans n'avait plus fait la une, les titres des journaux. Hier soir, le juge Simon, qui instruit l'affaire depuis plus de 2 ans, le juge Simon sortait de son silence et annonçait à Paul Lefebvre sur la 5 de prochains rebondissements. Eh bien, nous y voici. Michel Villemain et son épouse ont été entendus aujourd'hui par les gendarmes. Isabelle Béchler. Nouveau rebondissement après la rupture hier du silence par le juge. Michel, le frère de Jean-Marie Villemain, a été entendu aujourd'hui avec son épouse dans les Vosges par les gendarmes de la section de recherche de Dijon. Autant dire sur commission rogatoire du juge Simon qui a repris l'affaire en main. Un travail minutieux qui lui a fait arpenter la vallée de la Vologne durant des mois. Et il semble que sa conviction s'éloigne de la culpabilité de Christine Villemain, qui est pourtant inculpée de l'assassinat de son fils depuis le printemps 1985. Elle est libre et assignée à résidence dans l'Essonne, où elle vit avec son mari Jean-Marie. Lui est inculpé d'avoir assassiné son cousin, Bernard Laroche. On attend l'issue de l'enquête sur Grégory pour juger ces faits-là. Bernard Laroche est mort d'avoir été le premier suspect de l'affaire, inculpé par le juge Lambert, puis relâché sans être disculpé. Il faut dire qu'il avait été accusé par sa jeune belle-sœur Muriel d'être allé chercher le petit Grégory. Muriel, qui s'était rétractée à l'époque, est aujourd'hui majeure. Elle a été entendue par le juge Simon à plusieurs reprises. La veuve de Bernard Laroche, Marie-Ange, aujourd'hui remariée, se bat toujours pour que l'on reconnaisse l'innocence de son mari défunt. Mais il semble, à lire entre les lignes des déclarations surprises du juge Simon, qu'au contraire, la conviction judiciaire en refasse l'assassin du petit Grégory. Le conflit continue chez Peugeot. L'usine de Sochaux n'est toujours pas touchée, mais à Mulhouse, il y a eu des échauffourées tout ce matin entre grévistes et non-grévistes. Et le climat s'est plutôt tendu, Maryse Manot. Ce matin, la journée commence dans un climat tendu à Mulhouse. Les grévistes qui défilent dans les ateliers se heurtent à des cadres non grévistes. Bousculade, le ton monte, mais il n'y aura pas d'incident grave. Et d'ailleurs, la CGC déclare un peu plus tard entrer passivement dans le conflit, à la japonaise, un badge sur la poitrine. Malgré les espoirs des syndicats, l'arrivée de la seconde équipe cet après-midi n'amplifie pas le mouvement. Sitting dans les ateliers, demande de négociation, une chose est sûre, près de la moitié de la production a été assurée. Vendredi dernier, les chaînes étaient totalement arrêtées. De même, le voyage des ouvriers de Mulhouse à Sochaux n'a pas eu lieu. Sochaux, où malgré le renfort de la CFDT, les débrayages semblent limités. Oui, et selon la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, la direction pratique chez Peugeot la méthode Rocard et joue le pourrissement. Fin de citation. Policiers et gendarmes réunis sur le front de la grogne et des revendications salariales tout au long de cette semaine. Du côté des policiers, confrontation syndicale. Du côté des gendarmes, réunion de concertation. Rémi Roche. Paradoxe piquant, 5 camions qui devaient véhiculer dans les rues de Paris le mécontentement des policiers de l'USC se sont finalement retrouvés à la Fourrière. Un nouveau signe de crispation à 48 heures de la rencontre du syndicat avec le ministre de l'Intérieur. Au programme de l'entrevue, les dossiers désormais brûlants des salaires et du déroulement de carrière. C'est tout un ensemble, si vous voulez, de fonctionnement interne de la police nationale qui est à revoir de fond en comble. C'est-à-dire que je crois que l'erreur qui a été commise, c'est de ne pas avoir mené parallèlement au plan de modernisation en 1985 une réorganisation des structures et des corps de la police nationale. Déterminé lui aussi, Bernard Delplace, le patron de la FASP majoritaire, nous allons rencontrer Pierre Jox. Si le compte n'y est pas, nous passerons à l'action, avertissait-il ce matin sur Antenne 2. Les gendarmes, eux, après la grogne, entrent en phase de réflexion, comme promis par Jean-Pierre Chevènement après la grande réunion du 23 août. 5 commissions dans 5 villes et 87 gendarmes choisis au hasard pour plancher sur la réforme concrète que tous dans la hiérarchie estiment aujourd'hui indispensable. Au terme de 4 jours de débat, un rapport sera rédigé pour être remis avant la fin du mois au ministre de la Défense. Dignité et sobriété. Madame Simone Veil a commenté ce matin au micro d'Yves Morosi sur RMC
les propos antisémites du vieux cinéaste Autant Lara. Écoutons Madame Veil. Vieillard qui était, paraît-il, toujours méchant, qui n'a pas eu le succès dans les dernières années qu'il pouvait espérer. On connaît ses réactions au moment de la nouvelle vague, et qui est devenu de plus en plus aigri. Vous savez, on dit quelquefois que la vieillesse est un naufrage. Il y a des choses que vis-à-vis des morts, on n'a pas le droit de laisser parler. Vis-à-vis de nos camarades qui sont morts, vis-à-vis de mes parents, de mon père, de ma mère, de mon frère, de mon oncle, de mon cousin, nous n'avons pas le droit, et d'ailleurs on nous a reproché, à nous juifs, d'avoir été lâches, de ne pas avoir, de nous être laissés mener à l'abattoir. Donc quand nous réagissons vis-à-vis des Mauricioniens, c'est parce que nous ne pouvons pas ne pas réagir. Bon, en même temps je n'en parle pas beaucoup, mais souvent mes enfants je ne peux pas leur en parler, pas assez peut-être. Alors on est de nouveau piégés. Moi je pensais qu'après avoir vécu ça, je pourrais vivre comme tout le monde, tranquillement. Et à Strasbourg, tout à l'heure, c'est debout que tous les députés européens ont acclamé Mme Simone Veil, tous les députés à l'exception de ceux de l'extrême droite. Et c'est Jean-Claude Martinez qui va remplacer Autant Lara au Parlement de Strasbourg. Il n'aura donc pas perdu son argent. Il avait payé 500 000 francs, avait-il dit lui-même, pour figurer sur la liste du Front National. Le Premier ministre Michel Rocard a dit aujourd'hui au président de Tanzanie son indignation au sujet des massacres qui ont ensanglanté en Afrique du Sud, dans la région du Cap, les dernières élections. Après-demain, au Cap, une manifestation aura lieu pour dénoncer la répression. Au premier rang, aux côtés de Monseigneur Tutu, une personnalité inattendue, un blanc, le maire du Cap. Martine Laroche-Joubert et Alain Saint l'ont rencontré. L'homme qui crée le choc aujourd'hui en Afrique du Sud. Pour la première fois, le maire d'une grande ville, le Cap, conduira une marche de protestation devant le Parlement contre les violences de l'apartheid. Mercredi prochain, Gordon Oliver sera à côté de l'archevêque noir Desmond Tutu, malgré l'interdiction de cette manifestation par la police. Une position courageuse et risquée. Si des troubles éclatent pendant cette manifestation et si certains d'entre nous sont arrêtés, eh bien je pense que c'est un tout petit prix à payer. Beaucoup de gens dans cette ville ont payé davantage. C'est ce prix-là que nous devons payer. Avez-vous peur? Peur. Je voudrais dire que je suis nerveux. Je n'ai jamais été impliqué dans ce genre de choses, mais je n'ai pas peur des conséquences. Je n'ai pas peur de rester une nuit en prison ou bien de passer devant la justice. Je survivrai, j'en suis sûr. Il y a beaucoup de gens qui me soutiennent. Cet après-midi, dans une township, on enterrait une victime des violences du mercredi 6 septembre, jour des élections. Des funérailles très politiques. L'ANC, le mouvement anti-apartheid interdit, est appelé dans l'église. Tandis qu'on reprend le refrain, notre seul péché est la couleur de notre peau. Comment va la santé? Pas si mal, répond au nom des Français Claude Évin. Le ministre commentait cet après-midi le rapport qu'il avait demandé sur ce thème aux experts. Si notre santé collective s'améliore, les maladies cardiovasculaires restent la première cause de décès en France. Et puis, ces deux aggravations dont il est urgent de prendre conscience. D'abord, la progression mortelle des cancers du poumon. Si vous fumez encore, vraiment attention à cette forme-là de suicide. Et puis, l'autre suicide, celui du désespoir ou du mal de vivre, qui fait plus de victimes que les accidents de la route. Alain Labouze et Yvon Barbe l'ont vérifié à l'hôpital Cochin à Paris. Ils y ont passé la journée. Dans ce service d'urgence en psychiatrie, la moitié des lits est occupée par des personnes qui ont voulu mourir. Ici, la seule chose qui compte, rétablir le dialogue. Lui, c'est Georges. 3 fois, il a tenté de se suicider, en se jetant sous un métro ou en avalant des médicaments. La dernière fois, il est arrivé dans ce service de réanimation. Il était dans le coma. Je m'en souviens pas, je suis arrivé dans une bâche. C'est police secours chaque fois qu'ils m'emmenent. C'est pas important la mort. Pour moi, c'est pas important. Je suis tout à fait... ça ne représente vraiment rien. C'est quitter ce qu'on n'aime pas. C'est pas se quitter qu'on aime. Je cherchais n'importe quoi pour me suicider. Après la réanimation, nous ne laissons pas tomber ce genre de malades. Ils sont pris en charge éventuellement par des services spécialisés qui vont s'occuper de leurs problèmes psychologiques.
Quand les personnes qui ont pris des médicaments sont découvertes à temps, on les sauve aujourd'hui plus de 9 fois sur 10. Avant, c'était l'inverse. 8 fois sur 10, elles mourraient. Je pensais où m'endormir et ne jamais pu revenir, et puis voilà, c'est tout. C'est tout. Pourquoi? Parce que rien n'était réglé, peut-être. Une tentative de suicide doit toujours être comprise comme un appel. Et je crois qu'il est important de l'entendre, faute de quoi, bon, on risque d'aller vers des récidives ou vers des situations qui se pérennisent dans la souffrance du sujet. La tentative de suicide, la TS comme on dit ici à l'hôpital, est encore trop souvent une maladie honteuse. Pourtant, pour qu'une tentative ne se transforme pas un jour en suicide, il faut avant tout que les équipes soignantes soient formées pour savoir écouter. Le patient n'arrive pas toujours à dire à sa famille les problèmes qui existent, ou alors au médecin non plus, parce que au psychiatre aussi, le psychiatre fait peur parce que bon, c'est un peu la folie, la maladie mentale. C'est difficile d'exprimer au psychiatre souvent ce qu'ils ressentent, et c'est souvent nous qui sommes le moyen de transmission entre la famille et le psychiatre ou le médecin. Il y a des gens qui sont très seuls. Moi, j'ai jamais été seul. Simplement, j'étais toujours avec des gens qui ne me comprenaient pas ou des gens qui ne me plaisaient pas, et c'est tout. Mais être seul, moi, j'ai jamais été seul, non. La solitude, quand elle devient meurtrière, atteint surtout les personnes âgées. Pour les jeunes, nous disent froidement toutes les études, c'est le manque de dialogue et de tolérance qui parfois les tue. Et puis cette nouvelle plutôt bonne qui confirme l'inégalité des sexes, la durée de vie est maintenant d'un peu plus de 80 ans pour les femmes, 72 ans pour les hommes. Il y a un siècle, elle était de 47 ans et de 38 ans. État stationnaire, tel est le bulletin laconique et toujours alarmant que répète depuis hier soir l'hôpital de la Timone à Marseille au sujet de Nimeño II, le torero français grièvement blessé hier en Arles. Il souffre d'un grave traumatisme du rachis cervical, il est paralysé. Francis Marotto. Christian Moncouquiol, 35 ans, dit Nimeño II, victime d'un taureau de Miura hier après-midi à la Feria d'Arles, victime de l'adversaire le plus terrible que l'on puisse rencontrer dans une arène. Un Miura apprend vite. Par exemple, Victor Mendes prétend qu'il ne faut jamais faire au Miura 2 fois la même chose. Et ce Miura a une attaque étrange. Il charge la muleta, le drap rouge, mais dévie sa tête. Parce qu'il voit l'homme, il a compris, mais il a compris trop vite, trop tôt, bizarre. Les Miura sont d'origine andalouse, près de Séville, mais surtout ils ont une histoire. C'est un Miura, par exemple, qui a tué le célèbre Manolete, avec ses cornes plus larges que n'importe quel autre taureau. Et puis, un Miura, ça réfléchit dès son entrée dans l'arène. Et surtout, il n'attaque jamais franchement. Enfin, autre caractéristique, son cou très long qui lui permet le balayage latéral dont Nimeño II a été finalement victime hier après-midi. Oui, le Miura, c'est le nom de l'élevage dont proviennent ces taureaux. La grève de la faim d'Anis Nakache et d'autres informations brèves en France et à l'étranger avec Anne Poncinet. Anis Nakache en grève de la faim depuis vendredi selon son avocat Maître Vergès. Nakache veut être regroupé avec les membres de son commando avant d'être libéré, comme l'ont promis, selon lui, 2 gouvernements français. Il est condamné à perpétuité pour sa tentative d'assassinat de Chapour Bakhtiar en 80. Mouloud Amrouche, 46 ans, nouveau Premier ministre algérien jusqu'à présent et depuis 86, secrétaire général de la présidence. Il annonce des réformes mais estime prématurée la participation au gouvernement de personnes extérieures au FLN dont il est membre. 11 ans de prison pour Michaela Röder, l'infirmière ouest-allemande reconnue coupable aujourd'hui d'avoir tué 6 de ses malades, dont un par négligence dans cet hôpital de Wuppertal. Verdict jugé trop clément par la salle, mais la Cour reconnaît des circonstances atténuantes à l'infirmière qui déclare avoir agi par compassion.
Greg LeMond signe chez Z un contrat de 3 ans pour le vainqueur du Tour de France et champion du monde 89. Un contrat de 55 millions de francs, record absolu pour un cycliste. Aujourd'hui, à la Bourse de Paris, baisse de l'indicateur de tendance, moins 0,19%. En revanche, hausse du dollar à 6,73 francs contre 6,66 francs vendredi. Un jeune aristocrate russe, une belle italienne, une sulfureuse comtesse. Les eaux printanières nous entraînent dans un torrent de passion et de beauté. Il s'agit du dernier film de Jerzy Skolimowski que certains ont pu voir à Cannes. Il sort cette semaine en salle. Et d'après Nicole Cornu-Langlois et Yves Breu, c'est superbe. Nastasia Kinski est la comtesse russe Maria Polozov, perverse et frivole. Valeria Golino est la naïve et pure Gemma Rosselli, pâtissière à Mayence. Toutes deux rivales pour l'amour de Timothy Hutton. Mais dans la vie, elles sont tout à fait complices. L'histoire du film, c'est l'histoire d'un homme, surtout. Et on suit cet homme qui, d'un coup, ouvre une porte et voit la personne de sa vie, Gemma, et il donnerait sa vie pour elle, on dirait au début. D'un coup, il y a une autre personne, d'un coup, tout change, et d'un coup, après 2 jours, il dit Gemma, qui, quoi, maintenant c'est toi. Alors c'est quoi l'amour? Vaste question universelle, Tourgueniev d'abord, puis Skolimowski, en l'adaptant, en propose une version romantique et passionnelle qui permet à chacun de retrouver ou révéler une part de sa vie. Je ne sais pas si c'est des passions, vraiment, parce que je ne sais pas s'il va assez loin pour être des passions. C'est 2 femmes qui aiment, et même quand tu souffres, quand tu aimes, quand même tu te sens, c'est beau quand même. Tu peux souffrir jusqu'au bout, mais c'est beau. Il n'y a rien de mauvais qui sort des 2 femmes quand ils se rencontrent. C'est un amour qui dépasse la jalousie. Ce ne sont pas les eaux printanières, mais les orages de septembre qui se sont abattus sur plusieurs régions du sud la nuit dernière et aussi en Bretagne. Alors, demain, Sophie Davant, encore des grêlons? Oui, il y aura encore quelques orages demain, Christine, mais ils seront quand même moins forts que ceux que nous avons connus aujourd'hui. Ils éclateront surtout sur la Bretagne et sur la façade est du pays. Entre les deux, un temps brumeux, mais plutôt ensoleillé. Je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Oui, après la pub. Alors un mot encore avec les pronostics de Pierre Edbresse pour le tiercé de demain à Longchamp. Le premier tiercé qui, comme tous les mardis, se prêtera dorénavant à ce nouveau jeu qui s'appelle Quintet Plus. Donc regardez, écoutez bien les pronostics. Donc le 8, le 4, le 6, le 13, le 5, le 1, le 10 et le 12. Voilà, à 23h30 très exactement, Henri Sagnier vous présentera notre dernier journal. Demain à partir de 6h30 Télématin avec Gérard Morin et François Ponchelet qui recevra pour les 4 vérités Alain Perfit de retour de Chine. Merci d'avoir suivi ce journal dans notre nouveau décor, imaginé par Michel Milcan et mis au point par Bernard Coureau et beaucoup d'autres. Merci pour votre fidélité, très bonne soirée et à demain 20h.